bienvenue dans les dossiers de la mémoire. La fin de l'insurrection de 1871 a été marquée par la brutalité de la répression exercée par l'armée coloniale sur les populations algériennes. Cette révolte qui a commencé ici, à la Qal'a Ibn Abbas, a été marquée également par un procès injuste. Un procès qui était lui-même marqué également par des peines injustes à l'égard des chefs de cette insurrection. Il s'agit notamment du bannissement et de la déportation. Pour évoquer l'histoire de ce phénomène, l'histoire des déportations, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui le petit-fils de Boumzarag el-Mokrani, qui a été lui-même déporté en Nouvelle-Calédonie, Monsieur Mohamed Boumzarag, bonsoir. Bonjour. J'ai le plaisir également de recevoir un jeune historien, auteur d'un livre remarquable sur l'insurrection de 1871, j'ai nommé Idir Hachi. Monsieur Idir Hachi, bonsoir. Bonsoir. Quand il s'agit d'évoquer le phénomène du bannissement, de la déportation, on a tendance à le limiter à la seule période de 1871. Or, ce phénomène a commencé bien avant. C'est avec le soulèvement des Ouled Sidi Chir à Al-Bayad en 1864, n'est-ce pas? Oui, on peut dire même que la pratique de la transportation, de l'éloignement est bien antérieure à l'insurrection de 1871. On sait que sans les situer précisément exactement, on sait que des résistants algériens de la période des années 1830-1840 ont eu à Souffrir. Oui, ont eu à purger leur peine, par exemple sur l'île de Sainte-Marguerite au large de Cannes. On sait que d'autres, par la suite, ont été emprisonnés en Corse, plus exactement au bagne de Corté en Corse. Corté, c'est justement après 1871, n'est-ce pas? C'est notamment après le soulèvement de Cheikh Bouhamama, c'est-à-dire après 1881, n'est-ce pas? Je crois qu'il y a des insurgés de 1871 Oui. qui ont purgé leur peine à Corté en Corse. Je crois que ce sont tous les prévenus qui ont écopé de peines de détention, d'emprisonnement ou de réclusion, qui au moins en partie, peut-être pas en totalité, ont été transportés vers cette île. Alors, pour ce qui est de cette expérience de la déportation, celle que nous connaissons le mieux, c'est évidemment l'expérience de la déportation aux antipodes, c'est-à-dire les expériences de déportation lointaines, comme la déportation en Nouvelle-Calédonie ou comme la déportation en Guyane, hein, en Guyane à Cayenne, et qui sont d'ailleurs rentrées dans l'usage, qui ont des noms en algérien. Calédoune, par exemple, pour la Nouvelle-Calédonie, et Cayenne pour Cayenne. Hein, et qui sont, dont on se souvient que ce sont des extrémités punitives et très durement vécues, à la fois par ceux qui ont eu à subir ces peines-là d'éloignement et par leurs familles également, qu'ils ont quittées, qu'ils ont abandonnées et qui bien souvent ne se sont plus jamais revus. C'était très courant de mourir en déportation. Donc je disais que cette expérience de la déportation, celle que nous connaissons le mieux, c'est celle-là.
c'est celle de la déportation aux antipodes. Et c'est un type de peine qui est relativement tardive. En fait, la transportation, les peines d'emprisonnement, de détention, de réclusion assorties de transportation sont plus anciennes. Elles commencent sans doute vers les années 1830-1840. On sait que des résistants algériens ont été emprisonnés sur l'île de Sainte-Marguerite, par exemple, au large de Cannes. Il faut évidemment se souvenir aussi du cas de l'émir Abdelkader qui a été emprisonné à Pau et à Amboise avant d'être libéré par l'empereur Napoléon III, qui l'a ensuite exilé à Brousse en Turquie, Bursa en Turquie, et puis après dans le Bilad Sham à Damas. Voilà. On a également la certitude que des insurgés de 1871 ont purgé leur peine à Calvi, en Corse. Mais avant ceux de 1871, il y avait les insurgés de 1864, les Ouled Sidchir, à Al-Bayat. Oui, pour cela, il semblerait que la déportation en Nouvelle-Calédonie ne commence pas avec les insurgés de 1871, mais avec les insurgés des Ouled Sidchir. Les Ouled Sidchir qui ont été en état d'insurrection de 1864 à 1870 et dont les faits les plus remarqués, les plus remarquables ont été commis dans cette période-là de 1864-67 environ. Ce sont les premiers déportés en Nouvelle-Calédonie. Et puis après cette date de 1871, il va y avoir d'autres déportés, ceux de 1881, c'est-à-dire ceux de l'insurrection de Cheikh Bouamama. Ceux de l'insurrection du Cheikh Bouamama, vraisemblablement, vont être également déportés en Corse. En Corse. Parce qu'il y a un exemple de ces déportés, l'exemple de l'adjoint de Cheikh Bouamama, le poète Mohamed Belkhir, qui était un poète, mais également un baroudeur au sens propre du terme. Mohamed Belkhir a été déporté justement en Corse. Boumzerag. La déportation en elle-même était vécue comme une double douleur, parce que c'est un processus. D'abord, il y avait le bannissement, parce que c'est des gens qui ont été bannis de leur village. Spoliation. Spoliés, déracinés et puis déportés, éloignés. Je rebondis sur ce qu'a dit M. Hachit. Oui, M. Hachi. Hachi. Oui. Et je me rends compte que les peines étaient en boucle et elles revenaient tout le temps. Oui. Que ce soit pour les déportations ou bien pour toutes les populations qui ont été déplacés même au sein de l'Algérie, déracinés de leurs terres. Ce sont des tribus complètes de Kabylie, des hauts plateaux et toute la suite, qui ont été parquées dans d'autres parts dans le pays. C'est-à-dire que le mouvement s'est amplifié au fur et à mesure que les révoltes s'enchaînent, sont devenues plus proches l'une de l'autre. On se rend compte tout de suite, à l'époque, après 39-45, il y a eu Guelma, Sétif et toute la suite, mais il y a eu la révolte de Marguerite un peu avant, juste après les Mokrani. Il y a eu plein de révoltes d'un jour qui ont été réprimées dans le bannissement, dans la spoliation. C'est-à-dire que moi la chose à laquelle je pense le plus, c'est l'être humain et la considération
la colonisation avait pour l'être humain. Je reviens après à la composante du peuple de colons, qui était un peuple européen, qui n'était pas qu'un peuple français. Il était à la fois alsacien et lorrain, il était corse, il était napolitain, il était tout à la fois. Et la chose que je me suis demandé, c'est que à chaque fois qu'une parcelle d'une population quelconque qui pouvait penser à gauche, en arrivant en Algérie, sont devenus tous des ultras, pratiquement OAS à la fin. Et là, les répressions sont allées crescendo. De 1830, ça n'a jamais changé jusqu'à 1954, sauf les méthodes de guerre et donc l'armement qui a changé. Monsieur Boumezrag, vous évoquez la révolte, parce que c'est important, de Marguerite, aujourd'hui à Turquie, sur le flanc du Zakar. Et puis le principal chef, justement, c'était Yacoub. Il a été déporté. Mais là, au début du XXe siècle, en 1901, le procès s'est déroulé donc à Montpellier en 1902. Après, il va mourir dans le bateau qui le transportait en Nouvelle-Calédonie. Pour ce qui renseigne un petit peu des conditions, justement, de ce transfert de prisonniers d'un monde à un autre monde. Alors les insurgés, les condamnés algériens à la déportation suite au procès de l'insurrection de 1871, en général, ont été embarqués à partir des ports métropolitains de l'Atlantique, oui. Le long de la côte atlantique française, à bord d'un navire qui s'appelait le Calvados, par exemple. Oui. Et bien, dans l'expression populaire. C'est ça. Et la durée de la traversée durait approximativement 6 mois. Et il était très courant que l'on décède au cours de cette traversée, ce qui est le cas d'un des chefs les plus importants de ce soulèvement de 1871, qui s'appelle Al-Hussein Ben Moulay Shekfa, qui est un chef d'ascendance maraboutique qui a dirigé, qui a mené les insurgés de 1871 dans la région de Shekfa, pas très loin de la ville de Djidjel, et qui est mort au cours de ce voyage. Les conditions de déportation, donc il y avait les maladies, il y avait la nourriture qui n'était pas adaptée, n'est-ce pas, monsieur Boumezrag? C'était pratiquement tous des musulmans oui. qui... non seulement, c'était une double peine, ils pouvaient pas manger n'importe quoi, on considérait que les gens qui les emmenaient ne savaient pas qu'ils ne mangeaient pas de cochonaille et toute la suite, et ils considéraient que c'était ce qu'il y avait de moins cher et c'est ce qui leur faisait à manger. Et il se trouve qu'ils ont compris ce problème-là, et à un moment où ils sont arrêtés à un port de ravitaillement, ils ont pu tout de même s'arranger pour qu'ils puissent avoir ce que pouvaient manger et boire. D'ailleurs, il y a eu l'un des convois, parce qu'il y avait plusieurs convois de déportation. L'un des convois s'est déroulé au mois de Ramadan 1874, je pense. Ouais. Et puis, les Algériens faisaient carême dans ces conditions terribles. Quand même. Et ils sont arrivés, ils étaient malades, et il y en a qui sont morts et toute la suite. Bon, les conditions sont inhumaines. Vous allez demander à
à un colonisateur de se mettre à la place d'un musulman qui fait son carême ou qu'il ne le fasse pas. Pour eux, c'était pas leur problème, mais pour eux, c'était des prisonniers. C'était pas leur souci. Et d'ailleurs, ça n'a jamais été leur souci de 1830 jusqu'à en fait, là, on retrouve l'écriture. Dans l'écriture, ce qui est souvent le cas dans les bateaux et toute la suite, il y a un carnet de bord sinon, ça a dû arriver toutes les fois qu'il y a eu une déportation, mille et une fois. Mille et une fois. Mille et une fois. C'est-à-dire que c'était du courant. Monsieur Hachi, les déportés algériens, c'est vrai qu'on les a arrachés à leur espace de prédilection, à leur terre, etc. Mais certains tenaient à ne pas couper complètement avec l'Algérie. C'est le cas par exemple des déportés de Biskra. Certains d'entre eux avaient pris des noyaux de dattes qu'ils ont d'ailleurs plantés en Nouvelle-Calédonie. Oui, en Nouvelle-Calédonie, on a essayé de planter des palmiers dattiers, d'implanter une culture de palmiers sur place, et c'est très très bien raconté par Melika Ouenouri. Ouais. Donc, oui. Parce qu'ils étaient dans un lagon et toute la suite, donc le sable c'était du sable d'eau de mer. Oui. Ils ont lavé le sable d'eau de mer et ils ont planté leur noyau qui a donné des palmiers. Des palmiers dattiers qui ont donné. On leur a ramené aussi, envoyé des figuiers et toute la suite, des figuiers qui ont donné. C'est-à-dire, ils ont un peu réimplanté leur culture ancestrale avec lesquelles ils ont toujours vécu. C'était un petit peu une partie de leur vie qu'ils avaient réimportée dans leur nouveau pays. Je suis certain qu'à un certain moment, très peu de gens s'imaginaient qu'ils pouvaient revenir en Algérie. Je parle de mon grand-père et de l'histoire de mon père avec les gens de la commune de Paris qui avait été graciée en 1881. C'est ça. Et mon père était pratiquement, depuis qu'ils sont revenus, il était en contact avec eux. Les gens de la commune de Paris, dont Louis Michel, Rochefort et toute la suite, et Marcel Samba, tous ces gens-là avaient réussi pratiquement à rameuter des écrivains, dont Victor Hugo et toute la suite, pour que mon grand-père puisse revenir de la Nouvelle-Calédonie. Et ça a été un âpre combat. Alors imaginez quelqu'un qu'on arrache à ses terres, qu'on arrache à ses biens, qu'on arrache à ses enfants, qu'on déporte. Dans le temps, il s'installe dans la vie calédonienne. En tant que seigneur, il reprend ses attributs, il devient et il reforme pratiquement, à partir de rien du tout, sa fortune. Une fortune qui était assise sur un poney club pour distribuer le courrier, la diligence qui allait d'une ville à une autre, un café et pratiquement des étals où ils vendaient un peu de tout. Tout ça en 30 ans, c'est-à-dire une vie. Oui. Tout ça, une vie. Et pendant tout ce temps-là, il n'a jamais oublié son pays. Et pendant tout ce temps-là, il s'est dit, je vais repartir. Et il a dû être usé de tout pour pouvoir revenir mourir chez lui. Parce que c'était ce qui lui restait. Cet attachement à la terre, c'est viscéral, exactement, se manifeste également par les tentatives d'évasion. Oui. Ouais. Oui. Il y a un cas célèbre de tentative réussie d'ailleurs d'évasion.
c'est celle de Sey Aziz Haddad, Ben Haddad. Le fils de... Le Cheikh fils Al-Haddad. cadet du Cheikh Haddad qui, après la loi d'amnistie de 1881, accordée effectivement aux déportés de la commune de Paris De Paris. et refusée aux déportés algériens, s'est décidé à s'évader. Sa tentative d'évasion l'a conduit à s'embarquer sur un navire battant pavillon britannique à Sydney. Donc il avait traversé de là, on ne sait pas trop comment, Oui. de la Nouvelle-Calédonie à l'Australie, au port de Sydney. Port de Sydney, donc il s'embarque dans un navire britannique. Il passe par le canal de Suez. Il arrive en péninsule arabique. Et que oui. Il fait son pèlerinage à la Mecque. Et puis il fait une halte en Égypte, à Alexandrie, il me semble, où il sollicite auprès des autorités consulaires françaises le droit de rentrer chez lui. L'autorisation à la demande lui est évidemment refusée. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va à Paris. Il va à Paris et il décède, si ma mémoire ne me joue pas de tour, en 1895 au domicile d'un ancien codéporté de la commune de Paris avec lequel il avait sans doute tissé des liens d'amitié. Et Justement, j'aimerais bien évoquer Ouais. avec vous, revenir avec vous, sur ces liens tissés entre deux types de victimes de la France coloniale et de la répression donc napoléonienne donc après la Commune de Paris. Oui, C'est-à-dire ces deux destins, le destin des Algériens, des insurgés de 1871 et des communards. oui, d'ailleurs, du côté des communards, une fois qu'ils avaient bénéficié de la loi d'amnistie de 1881, Oui. Et que les Algériens en avaient été exclus, ça avait quand même soulevé une réaction. Les communards, une fois retournés en France, à Paris, ont provoqué une mobilisation qui s'est traduite par des pétitions signées l'intitulé de la pétition, c'était « Rendez-leur la liberté ». Oui. Elle a été signée par 1500 personnes, Oui. parmi lesquelles, comme l'a rappelé M. Boumzrag, Victor Hugo, mais aussi Georges Clémenceau, C'est-à-dire des hommes etc. politiques, des hommes de Et- culture, etc. Oui. Oui. Henri Rochefort, sans doute, comme vous le Bien dites. sûr, parce que lui, il était... Et la justice française avait répondu négativement, parce que cette pétition avait été venue à l'appui d'une procédure de justice qui réclamait que les Algériens bénéficient de la même loi d'amnistie. Et la justice a répondu qu'il n'y a pas de déportés politiques algériens en Nouvelle-Calédonie. C'est-à-dire que la loi d'amnistie de 81, si elle avait été attribuée et reconnue pour les déportés de la commune, c'est qu'on leur reconnaissait qu'il s'agissait de déportés politiques, ce qu'on déniait, Aux Algériens ce qu'on qui a ont été dénié considérés comme étant aux Algériens. des prisonniers de droit commun, Alors- des malfaiteurs. alors Est-ce que vous qu'il est- pouvez justement, Alors voilà. qu'il est établi Oui. que la peine de déportation est une peine peine essentiellement politique. Politique. Absolument. Voilà. Oui, monsieur Gonzalez. Le problème, et tu viens de le soulever, il est très important, c'est qu'à chaque fois qu'on a demandé une grâce, la grâce est passée par le gouverneur d'Algérie, et à chaque fois les gouverneurs d'Algérie qui se sont succédés ont refusé cette grâce, et c'est pour ça que le refus est revenu vers les déportés algériens en négatif. Alors, monsieur Boumzalag, j'aimerais bien revenir avec vous parce que votre père
vous a raconté sans doute la vie de votre grand-père en Nouvelle-Calédonie, parce qu'ils ont essayé de dépasser la situation de dépaysement en renouant avec l'activité, avec l'agriculture notamment. Il n'y a pas que l'agriculture. C'est-à-dire l'organisation sociale. Il fallait une organisation sociale. Oui. Donc les femmes qui étaient déportées en Nouvelle-Calédonie, des Françaises et toute la suite. Oui, dans le cadre de la commune, c'est-à-dire des déportés de la Sidi commune. Boumzrag leur avait dit, écoutez, mariez-vous avec elle, et puis après vous retirez vos enfants et vous en faites des musulmans. Oui. Et comme ça, notre religion et l'Algérien va rester même en Nouvelle-Calédonie, puisqu'il considérait qu'il n'allait pas revenir. Il fallait reformer la communauté algérienne avec sa religion, ses traditions et toute la suite. C'était des hommes à burnous, à turban et toute la suite. Ils n'ont jamais changé leur façon de vivre, ni quoi que ce soit. Et ça s'est passé parce que jusqu'à aujourd'hui, on retrouve encore des familles d'origine algérienne mariées à des musulmans comment on appelle ça, des Philippines et toute la suite. Et il y a une grosse partie de la communauté qui est encore musulmane. Et puis, en fait, ils n'avaient jamais perdu espoir. Et puis il y avait cette vallée de Boraï qui a été exploitée à l'algérienne, c'est-à-dire avec le savoir-faire des paysans Ils avaient algériens. énormément apporté point de vue agriculture. Oui. Ils avaient un savoir-faire qui était extraordinaire. Et puis il ne faudrait pas oublier que l'insurrection, pratiquement, c'était de la paysannerie qui s'était élevée derrière. Il y a Ajran qui le dit, et il dit on s'est trompé d'époque et on a comparé l'aristocratie française à l'aristocratie algérienne. Or, ce n'est pas une aristocratie, c'est une noblesse d'épée. Et en plus de ça, il n'y a pas de manant chez eux. Ils étaient ensemble et vivaient en osmose dans leur vie. Et c'est ça qui en fait est ressorti, c'est parce que c'est toujours ce parallèle qu'on fait entre deux sociétés qui ne ressemblent en rien du tout. Que ce soit dans leur féodalité ou dans leur noblesse ou dans leur... et je pense que le titre de noblesse, dans l'esprit des Français, ne devait pas exister parce qu'il n'y avait pas d'ancienneté dans la population algérienne qui permettait d'avoir une population stratifiée. C'est-à-dire avec ses nobles, ses paysans et toute la suite. Bon, il n'y avait pas de classe ouvrière, il n'y avait pas... Mais des Khamessines et toute la suite qu'on avait hérité de l'époque ottomane aussi. Monsieur Idir Hachi, à votre avis, le cas des déportés algériens de 1871 reste le plus dramatique, ou du moins c'est ce qui ressort un petit peu des différentes études qui ont été faites sur cette question. C'est un grand déchirement, Est-ce que c'est pas le nombre, par exemple, le nombre dont... est-ce que vous pouvez nous rappeler à peu près, ils étaient combien ces déportés? Alors, ils étaient combien? Les peines de déportation effectives. Les peines de déportation effectives, oui, sont au nombre d'environ 35-40. Hein, le détail précis se trouve dans le livre, mais on ne peut pas retenir les chiffres toujours les chiffres avec exactitude. On sait également que sur les 53 condamnés du procès des chefs de l'insurrection, des condamnés par contumace, il y a également une trentaine d'accusés qui ont été condamnés à la peine de déportation.
Voilà, parmi lesquels donc Boumzarag el-Mokrani, Si Aziz ben el-Haddad, Ali Ouqassi, Ahmed Bey ben Sheikh Msaoud du Boutaleb, Hussein ben Moulay Shkfa, Ben Fiala du côté de Bjaya, le Muqaddam de la Zawiya mère, Rahmaniya des Ismaïl, Sidi El-Jadi aussi a été condamné à la déportation en Nouvelle-Calédonie. Voilà. Et ce qui est frappant avec ce lieu de déportation, la Nouvelle-Calédonie, qui a été un lieu de déportation commun donc aux déportés algériens et aux déportés de la Commune de Paris, c'est le contraste qui s'établit entre la relation français-algérien en Algérie en situation coloniale et celle qui s'est établie en Nouvelle-Calédonie et qui était radicalement différente. Ça montre comment, hors limesse, c'est-à-dire hors situation coloniale, comment la communauté du destin, comment la communauté du destin concourt à rapprocher les êtres et à dépasser les clivages identitaires, culturels, malgré des différences profondes. On a vu le lieu de la déportation en Nouvelle-Calédonie se transformer en un lieu de rapprochement entre Vous voulez rajouter quelque chose de la commune et les tout à l'heure déportés algériens. Ce qui m'étonne, et je reviens toujours sur ça, c'est que dans le malheur, les gens se rapprochent tout le temps. Tu viens de le dire d'une très belle façon. Mais de l'autre côté, il y a toujours deux poids et deux mesures. On considère les gens de la Commune de Paris comme des déportés politiques. Comme des déportés politiques à qui on pardonne et qui peuvent rentrer. Et les Algériens qui ne sont pas des personnes. On les considère comme un rejet, on les jette dans l'oubli et on les laisse. Et pratiquement de 1830 jusqu'à 1952, on jette, on oublie, on jette, on oublie, on jette, on oublie. Alors, quand on parle de justice et toute la suite, la justice coloniale, c'est une dictature pour un peuple. Pour vous, c'est une démocratie pour leur peuple. Pour vous, c'était l'extrême injustice, la déportation. Au-delà de l'extrême injustice, c'est un non-sens général de l'humanité. Il n'existe pas. L'Algérien n'existait pas. D'ailleurs, il y a eu énormément de gens qui sont morts, qui ont été fusillés, qui ont été jetés des hélicoptères, qui ont été noyés, Il n'y a qu'à reprendre pratiquement tous les lieux de répression, quand on prend toutes les villas du front de mer, quand on prend la villa Sugini, quand on prend. Et c'est là qu'on voit l'ampleur de toutes les exactions. Les exactions. Oui. Et puis c'est beaucoup plus que de la répression. Oui. C'est parce que même quand il n'y avait rien du tout, c'est de l'arbitraire en tué. Et d'ailleurs, et pour cause, on voit aujourd'hui encore des militaires français qui regrettent et qui font leur mea culpa et disent « moi j'ai tué pour rien du tout ». J'ai tué une femme pour rien du tout, j'ai tué un enfant pour rien du tout, j'ai tué un Algérien pour rien du tout, j'ai tué. Et c'est cette mémoire qui est terrible. C'est la mémoire de la douleur que nous, on n'a pas encore réussi à dépasser. L'Algérien n'a pas encore réussi à dépasser cette mémoire de douleur. Mémoire de douleur difficile à dépasser. Qu'en est-il? Parce qu'on attend tous à connaître un petit peu l'histoire des déportés de la Nouvelle
Calédonie, mais dans l'imaginaire populaire des Algériens. C'est l'enfer, le bagne de la Guyane, Cayenne, qui reste quand même, et on n'a pas beaucoup de recherches sur ce bagne. Effectivement, oui. Pourquoi? Pourquoi? Ouais, Parce que c'était des droits communs, que ce soit les Algériens, les Français ou les autres. C'était tous des droits communs. Mais les Algériens, les insurgés étaient considérés injustement comme étant bien sûr. C'est ça, le problème, voilà. Il est là. D'ailleurs, tout d'un coup, le bagne a été fermé quand ils se sont rendus compte de toutes les injustices subies, que ce soit par le peuple français ou le peuple algérien qui était parti. Mais très souvent, le cas que l'on cite dans un bouquin Papillon. Oui. Il a fait Cayenne, et puis il a réussi à se sauver. Et quand il est revenu en France et il a vécu, on n'a pas considéré qu'il s'était sauvé. On a compris que c'était des gens qu'il fallait élaguer, exterminer, que c'était une époque révolue qu'il fallait fermer. Mais moi, je ne parle que de l'époque 1830-1962. Ouais. C'est ça qui m'intéresse le plus. Et c'est toutes les sales exactions de la colonisation française. Alors, et la déportation reste quand même l'un des procédés les plus inhumains. C'est une extrémité coercitive. Oui. Et une coercition. Justement, vous avez beaucoup travaillé, M. Haché, sur le procès des insurgés, etc. De 1860. Cette accusation, la déportation, est-ce qu'il est justifié d'un point de vue juridique? Oui. Non, impossible. Ben non. Sur quelle base on a, par exemple, condamné certains insurgés à mort, d'autres à des travaux forcés et d'autres à la déportation? Quels étaient un petit peu les paramètres sur lesquels cette justice expéditive coloniale avait prononcé? C'est très difficile de dégager des lois de l'arbitraire colonial. Oui. C'est très dit. Il n'y a pas de loi. Vous avez consulté les archives. C'était juste Ben, les insurgés jugés en cour martiale, eh ben, on avait tendance à les exécuter. Il y avait des exécutions sommaires, par exemple. Bon, que pour ce qui est du procès de l'insurrection de 1871, les peines de condamnation à mort, par exemple, Boumzarag el-Moukarani, en première instance, a écopé d'une peine. Non, il a été condamné à mort. À mort, oui. Condamné à mort. Au départ. Commué. Et puis sa peine a été commuée en déportation dans une enceinte fortifiée. Monsieur Idil Hachi, dans votre livre, vous avez rapporté la réponse des autorités françaises à la fameuse pétition qui a demandé justement la grâce pour tous les déportés algériens. Quelle était exactement cette... la réponse est contenue dans le livre, la réponse exacte. Oui. Donc la réponse à la pétition signée par 1500 personnes, dont Victor Hugo et Georges Clemenceau, à l'initiative des communards amnistiés qui ont bénéficié de l'amnistie de 1881. Voici la réponse de la justice. J'ai le regret de vous dire qu'il n'y a pas de condamnés politiques indigènes en Nouvelle-Calédonie et ailleurs. C'est-à-dire qu'on réglait la question définitivement concernant les Algériens. La réponse ne s'est pas contentée de dire il n'y a pas de déportés politiques en Nouvelle-Calédonie, mais aussi ailleurs, c'est-à-dire algériens. Indigènes, oui. Le mot indigène, mais là, ça se rapporte aux Algériens. Oui. Ça se rapporte aux Algériens. Donc il n'y en a ni en Nouvelle-Calédonie, ni en Guyane, ni en Corse, ni ailleurs. Voilà. Donc cette négation de l'administration coloniale, de la plus haute administration coloniale, nous renseigne en quelque sorte du cynisme du système colonial d'une manière générale.
c'est un non-sens parce que c'est là qu'on voit, bon, il y a déjà le mot indigène qui veut tout dire, avec le code de l'indigénat et toute la suite, et sur lequel on te verse, c'est-à-dire déjà indigène, une personne moins que rien. On commence par ça. Puis après, pourquoi voudrais-tu qu'il se casse la tête à ramener des indigènes qui étaient propriétaires et toute la suite, pour venir embêter le colon qui était maître en Algérie. C'est-à-dire que c'était tout à fait normal, tout à fait banal. Il n'y a pas de justice dans ces conditions-là, il ne faut même pas parler de justice, ça ne sert à rien. Monsieur Idir Hachi, j'aimerais terminer avec vous sur quelque chose que nous n'avons pas abordé. C'est les lieux de socialisation des Algériens en Nouvelle-Calédonie, ou bien des institutions qui ont permis en quelque sorte une certaine socialisation. Oui, il y a eu d'abord de la socialisation sans doute en direction du peuple, ou en direction ou avec le peuple autochtone, avec le peuple kanak. Oui. Par exemple, il est certain que la société qu'un Boumzarag el-Mokrani était parvenu à monter sur place, une entreprise assez florissante. Oui. Assez florissante nous dit-on, de transport postal. Et bien évident que sans l'autochtonie, elle ne pouvait pas fonctionner. Et c'est ce qui, au passage aussi, dénote et démontre des facultés d'adaptation assez étonnantes et assez impressionnantes de la part des Algériens. Et une des capacités d'adaptation qu'il faut peut-être inscrire dans la longue durée, sur le temps long, puisqu'on sait par exemple que le maire de la ville de Bouraï en Nouvelle-Calédonie, dans les années 1990, est un descendant de déportés algériens originaires de l'Alma dans la région de Sétif, par exemple. Et puis, il y avait l'utilisation d'un certain nombre d'espaces comme le café, etc. Je sais que vous avez, dans le cadre de votre recherche, retrouvé certaines déclarations. Il y a des témoignages. Des témoignages, effectivement, des récits, toujours de communards, qui, après la loi d'amnistie, de retour chez eux, ont écrit. Et ils avaient la possibilité donc de relater un petit peu les faits. C'est le cas de quelqu'un qui s'appelle Henri Rochefort, qui a fait paraître en 1896 un livre qui s'appelle Les aventures de ma vie. Et dans ce livre, il revient sur son expérience de déportation et sur les liens qu'il a pu tisser avec des déportés algériens, sans doute manifestement de l'insurrection de 1871. Il dit par exemple: j'entamais souvent des parties de domino avec Ahmed Ben Dahmani, le caïd de Souqahras. Les Cheikh Ahmed Ben Brahim et Brahim Ben Sherif, qui essayaient volontiers de me tricher et se tordaient de rire quand je les pinçais. Je fréquentais aussi un jeune mort, Ahmed Ben Ali Sghir, dont la force au jeu de dames était extraordinaire. Je me laissais toujours prendre à ses pièges, et étant abominablement et honteusement mauvais joueur, j'entrais dans des fureurs qui le réjouissaient. Ce pauvre enfant, car il n'avait pas 20 ans, mourut en prison comme les 2/3 de ses camarades de consomption et de phtisie. Voilà, donc c'est cette réalité également amère des détenus morts en Nouvelle-Calédonie, leur mémoire qui reste peut-être à écrire, M. Boumzarag. Rien n'a changé. Que c'est cette répétition de la douleur. Je répète, la répétition de la douleur de 1830 jusqu'à 1962. Ça ne s'est jamais arrêté. Les Algériens ont une mémoire de souffrance horrible. Et aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, cette mémoire de souffrance leur sert à s'unir quand il le faut. Et la mémoire de souffrance est quelque chose
à la fois de terrible et d'extraordinaire. Oui. Avant de rebondir peut-être sur La question de la mémoire, Monsieur etc. Boumzrag, Oui. il faudrait peut-être aussi citer un autre beau Témoignage. lieu, un autre, non pas témoignage, mais c'est plutôt une réalisation, une union Oui. entre un condamné le 18 septembre 73 à la déportation, un Algérien donc, qui s'appelle Ahmed Ammar Amzian, et qui a épousé en Nouvelle-Calédonie Oui. une communarde qui s'appelait Louise Leblanc. Et de leur union, on sait que 3 enfants sont nés, par exemple. Justement, aujourd'hui, les enfants de ces déportés, ils n'ont pas coupé avec le pays donc d'origine de leurs parents, n'est-ce pas? Moi, je suis toujours subjugué par la force de l'algérianité. Même si ceux qui ne connaissent pas, l'Algérie reste attachée à ce pays. Comment comprendre ça? Impossible. Sauf si ce n'est pas cette mémoire commune. Et vous avez des connu souffrances. des cas qui... Oui. Ben, on les a reçus. Ils sont venus sur la tombe de Sidi Boumzrag à Bellecour. Oui. Et ils ont trouvé un arbre et ils m'ont dit que cet arbre est un arbre sacré en Nouvelle-Calédonie. Un très bel arbre qui ornait la tombe de mon grand-père, de mon père et de ma sœur. Il s'est d'ailleurs cassé, on m'a demandé s'il fallait couper entièrement, j'ai dit non, et il est en train de repartir. Et cet arbre-là, ils ont dû le ramener de la Nouvelle-Calédonie parce que ce n'est pas un eucalyptus, c'est vraiment d'ailleurs un très bel arbre. J'aimerais terminer justement avec le destin de votre grand-père, Boumzrag, qui n'a pas été raté par La déportation. l'administration coloniale revanchard. Il a pu s'échapper donc de la déportation. Il revient en Algérie. Il revient en Algérie, parce que toutes les pétitions, pour une fois, ont abouti. Et c'est extraordinaire quand elles ont abouti. Quand il revient, il était déjà... Il y a une lettre qu'il a écrite à un de ses amis et qui veut tout dire. Je suis enfin arrivé sur ce sol algérien que j'aime encore malgré toutes les souffrances. Et je me trouve au milieu de femmes et d'hommes qui me sont proches et que j'avais laissés à peine nés ou en bas âge. Me voilà obligé de me faire une nouvelle affection pour eux que je n'ai jamais connus, tandis que les autres, dont les traits, le visage, me sont restés dans la mémoire, ils sont morts hélas. Moi-même, je n'ai plus de foyer. Sur 3 épouses, aucune ne m'est restée. La plus jeune aurait eu 60 ans, mais au moins elle m'aurait permis de causer avec elle du passé et de sa splendeur. Mon fils, mes neveux, mes cousins, tous pères de famille, et je me trouve au milieu de leurs enfants avec le désir de les aimer. Mais je ne les ai pas vus naître, et là est un état d'âme que je ressens. Je ne doute pas que je rattraperai le temps perdu, entouré d'affections auxquelles je suis sensible. Là, il s'agit de Boumzrag el-Mokrani. Alors, Boumzrag el-Mokrani, on rappelle qu'il a été, lors du procès de Constantine, condamné à mort. Oui. Et puis condamné à la déportation. Mais est-ce que, au début du XXe siècle, il sera exécuté? Il sera... De toute façon, la sentence de la condamnation à mort, elle a juste été élargie, puisqu'il avait dit en rentrant d'Alger, quand il est allé voir le gouverneur d'Algérie, il lui a dit « Skani el-kelb », ça veut dire qu'il m'a empoisonné.
Donc il était conscient. Ouais, il était conscient. 30 Que ans l'autre- de déportation n'avait Ouais, pas... c'est-à-dire que l'exécution s'est faite même 30 ans après, Même il a 30. été exécuté. Il était exécuté. C'est-à-dire qu'on a Et repoussé il était son conscient. exécution. Conscient. de ce C'était- fait. il connaissait. C'était Après 30 ans des de hommes. déportation. Oui, monsieur Ouais. Hachi. Après 30 ans d'une extrémité coercitive qui est ce qui est la déportation, aux antipodes, hein, donc à quelque chose comme 22 000 kilomètres de l'Algérie. Ouais. Il revient plein d'espoir et il est quand même exécuté. Ouais. Je ne Exécution. connaissais pas cette fin Ouais. de Boumzrak. Sqani al-kelb. Sqani al-kelb. Est-ce que votre père vous a donc comment il avait réagi à la mort de votre grand-père? Ah, c'était son père, il l'adorait. Il l'avait pas connu. En fait. Est-ce Il est que parti ce- quand il avait 7 ans, il est revenu. Est-ce que ces drames, Il est donc, revenu 33 ans après. est-ce que 7 et tous les drames des 33, déportés, en fin de compte, restent aujourd'hui à écrire et à expliquer au peuple, aux Algériens? Tu veux que je te dise? Oui. La colonisation a été quelque chose de terrible. Je pense à mon Algérie, mais je pense à toute l'Afrique et à tous les pays qui ont souffert et qui souffrent encore aujourd'hui. Je pense aux Palestiniens. J'ai pensé aux Hutus et j'ai pensé à toutes les exactions qui aujourd'hui existent encore en Afrique. Je parle de pays indépendants qui n'ont jamais connu d'indépendance. Et le drame est là. Et les exactions coloniales d'avant, pendant ou après, elles resteront les mêmes. Exactions. C'est vraiment indigne de l'humanité. Les exactions coloniales restent donc indignes de l'humanité. Je vous remercie, Monsieur Mohamed C'est nous qui Boumzalak, vous remercions. d'avoir répondu Merci à nos beaucoup. questions. Je tiens à vous remercier également Je vous en prie. vivement, Merci à vous. Monsieur Idir Hachi, d'avoir Je voudrais participé à finir peut-être, si vous le permettez. cette émission. Oui, allez-y. Juste un petit mot. Ce qu'il faut noter aussi, et qui est très remarquable, c'est que même mort, il continuait comme à avoir peur d'eux. Oui. Boumzarag el-Moukarani, mort, a été enterré au cimetière de Sidi Mohamed à Alger. Et je pense qu'on avait refusé qu'il se fasse enterrer à la Qala, à la Medjana. Alors, donc, je reviens. Et c'est la même chose avec le Cheikh Haddad Ouais. qui, Seddouk. emprisonné à la Koudia de Constantine, une fois mort, on avait refusé que son enterrement se fasse chez lui à Seddouk. Je te rejoins Voilà. dans ce que tu as dit. Mon grand-père, quand il a été enterré. Non, mon père, quand il a été enterré en février 54, sur mon grand-père, qui était dans un cercueil. Mon frère, il m'a dit j'avais un couteau, parce que sur le cercueil, il y avait un zinc que j'ai découpé et j'ai relevé le zinc. Il a dit, j'ai été éberlué, j'avais l'impression que Sidi Boumzarag allait se lever et sortir. Et tout de suite, les autorités françaises sont venues et ils ont entouré, ils ont veillé à ce que mon père se fasse enterrer très très vite et qu'on referme la tombe. C'est-à-dire tout simplement la colonisation ne voulait pas en faire des symboles Des symboles. pour les Algériens, des symboles de la résistance. Je tiens à vous remercier donc d'avoir participé à C'est cette nous qui vous remercions. émission. Je tiens à remercier la wilaya de Béjaïa de nous avoir prêté aide et assistance pour réaliser cette émission. Je remercie également le chef de la Daïra, Diril Ali. Je remercie l'association Club El Moukrani de la Qal'a Bni Abbas. Et enfin, je remercie particulièrement Sinourdine, le propriétaire de la maison d'hôte de la Qal'a Bni Abbas. Je vous remercie de nous avoir suivis. À très bientôt. C'est nous, merci beaucoup. C'est nous, merci beaucoup parce que